Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, votre journal, le journal des Français à l'étranger. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions lepetitjournal.com. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec nous, Antoine Ferraillon, qui est le directeur de MoneyOne. Et nous allons parler ensemble et aborder ensemble le thème expatrié, comment protéger votre épargne dans le contexte actuel. Je pense que vous aurez de nombreuses questions à lui poser. Profitez-en, on est à peu près 1 heure ensemble. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Je vous en remercie. Déjà, je vais vous dire que ce webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, si vous ne pouvez pas rester toute l'heure avec nous, vous ne raterez rien et vous pourrez le voir en replay. Et puis, en bas, vous avez un petit onglet questions. Donc, avec un petit cartouche poser une nouvelle question. Donc là, je vais vous mettre un petit bonjour et puis je vais vous proposer, on va voir comme ça si ça marche bien, mais il n'y a pas de raison, ça marche bien. Donc, je vais vous proposer à tous de nous dire un petit peu où vous êtes en Asie et que c'est la fin de journée. Est-ce que vous êtes sur le continent américain, c'est le tout début de la journée? Est-ce que vous êtes en Afrique, en Europe? Enfin voilà, faites-nous un petit coucou, dites-nous où vous êtes, les internautes. On vous attend évidemment très nombreux et ça sera donc du coup la même démarche pour poser vos nombreuses questions. Et voilà, on a Isabelle qui est à Lisbonne. Bonjour Isabelle. Je vais d'abord passer la parole à Antoine pour qu'il se présente et qu'il nous présente en quelques mots MoneyOne. Et puis après, on abordera évidemment, vos questions et il y répondra pendant cette heure de webinaire. Antoine, je te laisse la parole. Je ne sais pas si on se tutoie, d'ailleurs, moi ça me va très bien. Mais Ça me va aussi, il n'y a aucun problème. super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hervé, merci au petitjournal.com de nous permettre de parler à vos auditeurs aujourd'hui. Donc moi, je suis Antoine Ferraillan. J'ai effectivement en charge la direction de MoneyOne. Ça fait maintenant un peu plus. Ah, on a un petit MoneyOne, souci. Alors, oui, je sais pas, ça coupe un petit peu, Antoine. J'espère que ça va aller. d'accord, Euh, désolé. alors là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est C'est revenu. bon? Ok, Oui. alors je ne sais pas où est-ce que où est-ce que Tu j'en disais qu'en étais. fait, ça faisait 6 ans que vous aviez lancé, en fait. C'est ça? Alors ouais, ça fait 10 ans que Oui. j'évolue dans le domaine de la gestion d'actifs et ça fait 6 ans qu'on a créé MoneyOne. Et donc MoneyOne est un site web de distribution de produits d'épargne en ligne. On a créé ce site web dans l'objectif justement de pouvoir rendre l'épargne accessible à tout à chacun, accessible dans sa compréhension. Pas besoin de dictionnaire quand on arrive sur moneyone.fr, accessible via des outils technologiques et je pense que pour les expatriés, c'est également sympa d'avoir un site web disponible 24 heures sur 24 pour justement venir s'interroger sur ces sujets-là et accessible également financièrement. Pas besoin d'être riche également pour s'exposer à des produits d'épargne. C'est toute la philosophie de MoneyOne, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. Très bien, merci Antoine. Allez les internautes, vous êtes déjà une petite vingtaine à vous être connectés. Je pense qu'on aura encore plus de monde puisqu'on avait beaucoup d'inscrits. Donc j'espère que voilà. Enfin, en tous les cas, ceux qui sont là, posez vos questions. Hein, soyez pas timides. C'est le moment. Quels sont vos projets d'investissement? J'imagine que vous avez pas mal d'hésitations. Est-ce que déjà, Antoine, peut-être on peut aborder un petit peu le contexte puisque c'est évidemment le thème du webinaire, mais c'est aussi, j'imagine, Ouais. la grande interrogation de nos internautes. C'est-à-dire, est-ce que finalement comment épargner aujourd'hui et que faire de son épargne? Quel placement privilégier? Est-ce que c'est le moment finalement de réaliser ces investissements, sachant qu'on est dans une période qui est quand même assez troublée? Alors effectivement, alors il y a beaucoup de questions en Oui, une. beaucoup de questions. Effectivement, le contexte actuel est pas simple. Il est pas simple et pas seulement pour le marché français. Il est pas simple pour tout le monde. On est sorti d'une crise Covid qui a toujours des effets, notamment en termes d'approvisionnement pour certains secteurs d'activité. On a enchaîné avec une crise géopolitique avec la guerre en Ukraine. Et tout ça a des incidences notamment sur les prix des matières premières. Et les prix des matières premières font qu'on a une inflation qui explose. On est à plus de 6% et en fonction des durées, on peut même atteindre les 8% d'inflation. Et donc ça
un premier effet, entre guillemets, négatif de manière immédiate sur les épargnants, parce que la plupart des épargnants, bah, ils vont avoir en premier lieu ce qu'on appelle un livret. Les livrets A, par exemple, et les livrets A, ils sont, eh bien, ils reflètent l'état des taux sans risque, mais des taux sans risque qui étaient ceux d'il y a de l'année dernière, par exemple. Donc, on a un livret A Oui. aujourd'hui qui rémunère 2%, et on a une inflation qui frôle les 8. Donc, on peut d'ores et déjà dire que laisser son argent sur de livret A, eh ben, ça ne permet pas, on perd de l'argent, tout bonnement. Maintenant, sur l'économie réelle, l'inflation a forcément un impact également négatif pour le résultat des entreprises, parce que l'inflation qu'on constate aujourd'hui aura un effet sur les bilans des entreprises demain. Les entreprises sont actuellement aujourd'hui en train d'acheter des matières premières pour produire leurs produits finis. Et cela va avoir un impact sur le coût de la matière première et donc un impact néfaste sur le résultat de demain. Donc pour le marché action, par exemple, des coûts en hausse et parallèlement à cela, un marché de la consommation qui stagne, voire qui Oui. baisse, ça va avoir un effet à double ciseau, c'est-à-dire que j'ai une marge qui est moindre et puis j'ai une activité qui baisse également. Donc dans le résultat des entreprises, ça va être un petit peu compliqué. Et je parlais du marché action, justement, ça va se refléter dans le cours tout bonnement des marchés actions. Si on regarde depuis le début de l'année, Mm. le CAC 40, par exemple, pour parler du marché français, est négatif de moins 7%, même s'il se reprend depuis les 2-3 derniers mois, depuis le retour de l'été. On a une année qui va rester globalement négative. Et puis, pour combattre cette inflation, les banques centrales, elles n'ont pas 36 solutions. C'est d'augmenter les taux. Et quand on augmente les taux, on peut le faire d'une manière lente et linéaire pour atteindre l'objectif, mais les banques centrales se sont vite aperçues que pour combattre cette inflation qui, elle, ne grimpe de manière très très rapide, il fallait augmenter les taux d'une manière plus conséquente et plus rapide. Et donc augmenter les taux d'une manière importante sur un laps de temps réduit, ça a également un effet compliqué pour les entreprises, parce que les entreprises qui s'étaient habituées à des taux qui frôlaient les zéros. Alors, euh, pour nuancer mes propos, des taux à zéro, c'était pas non plus la normalité. On est en train d'avoir un retour à la normale. Et quand on regarde des taux à 3%, c'est pas non plus la fin du monde. Mais une entreprise qui avait l'habitude de se refinancer à 0,50, aujourd'hui, elle est obligée de se refinancer à 3, voire au-delà. Donc, ça demande également un effort supplémentaire dans le bilan des entreprises. Donc, c'est un contexte qui est moins. Les voyants sont moins au vert qu'ils ne pouvaient l'être auparavant. Et je crois que par la suite, on verra les effets que cela peut avoir sur les différentes classes d'actifs, sur les actions, les obligations, sur l'immobilier. Nous, notre produit phare, c'est l'immobilier à travers les SCPI. Je crois qu'on y reviendra aussi. Je ne rentre pas dans Bien le sûr. détail tout de suite, mais déjà, le premier impact, c'est que effectivement, les livrets, ça va être Mm. pour aller battre l'inflation. Si vous avez besoin d'épargne de précaution, gardez vos livrets. Vous savez que vous allez dépenser 5 000 euros dans l'année parce que vous allez changer de télé, ou n'importe quel autre besoin que vous avez au quotidien. Gardez vos livrets. Ils sont garantis en capital. Ils vous offrent une liquidité de tous les instants, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer et sortir de vos livrets quand vous le souhaitez. Maintenant, si vous souhaitez investir sur le long terme, effectivement, il y a d'autres solutions qui vous permettent de vous exposer à des produits d'épargne plus sur le long terme pour justement aller battre, entre guillemets, ou au moins égaler l'inflation, le niveau de l'inflation aujourd'hui, parce que je le répète, si vous laissez de l'argent sur vos livrets, aujourd'hui, vous perdez de l'argent au vu de l'inflation. Ouais, d'accord. Donc en fait, c'est quand même finalement, c'est pas un peu contre-intuitif, mais c'est plutôt le moment d'investir en fait, parce que sinon, tout l'argent qui dort, Alors, tout l'argent qui dort, euh, effectivement, et c'est même de l'argent qui meurt, entre guillemets, aujourd'hui, quand on oui, les c'est laisse ça. sur le livret, parce que si mes 10 euros que j'avais dans ma poche au 1er janvier, et aujourd'hui, au 22 novembre, typiquement, ils valent moins parce que
Ma baguette qui valait 1 euro, bah, aujourd'hui, elle vaut peut-être 1,20 €. Et Ouais. donc, de fait, bah, j'ai moins de capacité à payer avec ces 10 € par rapport au 1er janvier. Donc, il y a une nécessité effectivement d'épargner pour gagner le pouvoir d'achat. Et effectivement, est-ce que, alors, j'ai pas de boule de cristal, mais quand on a des marchés baissiers, effectivement, c'est toujours un moment opportun pour investir parce que bah, c'est un petit peu comme, j'aime pas ce mot, les soldes, mais on a une valeur action qui valait 100. Aujourd'hui, elle vaut 90. Bon, bah, si je crois dans le secteur d'activité dans lequel évolue cette entreprise, je peux me dire qu'il y a ce qu'on appelle un point d'entrée sur le marché et qui me permet justement d'avoir une optique de rendement futur qui est plus important. Très bien. Allez, les internautes, posez vos questions. On a Denise qui est à Hambourg, Adrien, qui nous dit bonjour, bonjour Adrien, et Thierry qui nous pose une première question. Enfin, Mmh. il évoque son cas personnel. Il a 56 ans, je pense. C'est ce il manque le an, mais j'imagine que c'est ça. Il touche une retraite privée fixe, non Ouais. indexée, et il dit: «Comment me protéger de l'inflation sur le long terme?» Alors sur le long terme, pour se protéger de l'inflation, il y a, une fois alors ce dans il faut je vais remettre les choses également, dans un cadre, compliancement, correct. La situation de l'un n'est pas forcément valable par rapport à la. Ah, ça coupe encore un petit peu là, Antoine. Je sais pas pourquoi. J'espère Ah, qu'on va pas te perdre parce que c'est pas moi qui vais pouvoir donner les bons conseils. C'est bon, tu es revenu là. OK, désolé, je sais pas ce qui se passe avec je suis au bureau pourtant, Ouais. je Ça capte vient de chez bien. moi ou de la plateforme, je sais pas. Bon, écoute, pour l'instant, c'est bon, t'entends bien, vas-y. Alors, ce que je disais, c'est se protéger de l'inflation, c'est aller chercher un rendement qui est aujourd'hui supérieur à des rendements garantis en capital. Donc, il faut bien avoir en tête que c'est s'exposer à des produits d'épargne qui ne sont pas garantis en capital et dont et donc, il faut être en capacité de pouvoir assumer les risques qui sont liés à ce produit-là. C'est important de le souligner. Il n'y a pas de solution miracle et la solution qui correspond à une personne peut être différente de celle d'une autre. Pour prendre l'exemple, battre l'inflation sur le long terme, eh bien, c'est aller chercher, c'est un, oser prendre un petit peu de risque. Je le disais en introduction, aujourd'hui, les livrets garantis en capital rémunèrent 2%. Ils vont passer à 3% en 2023. Mais on voit bien que quand on a une inflation à 8 et qu'on a un livret garanti à 2, eh bien, il y a une surperformance de 6% à aller à acheter. Cette surperformance de 6%, il faut accepter, si on a une appétence pour les marchés actions ou les marchés obligataires, il faut accepter d'aller prendre un petit peu de risque pour aller justement chercher ce différentiel de performance. Donc, vous pouvez soit utiliser des supports comme l'assurance vie en France qui vous permet de vous exposer à des produits, à ce qu'on appelle des unités de compte. Ce sont des fonds d'investissement qui vont s'exposer à des thématiques en particulier, actions, obligations, des actions américaines, des obligations en tout genre, et qui peuvent également être spécialistes de certains secteurs d'activité, la technologie, la santé, euh, les investissements socialement responsables. Donc il y a, il faut déjà, une fois de plus, le bon mot est le long terme. Il faut accepter de s'exposer à des produits avec un certain risque sur le long terme, parce que c'est la durée de votre investissement qui va déterminer le risque que vous allez prendre. Si vous mettez 10 000 euros et que vous avez une optique d'investissement sur un an, parce que dans un an, vous allez acheter une voiture, bon, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ces 10 000 euros. Si votre objectif est de se dire je pars à la retraite dans 5, 6, 10 ans, j'ai un capital et je suis en capacité d'assumer un risque plus important. Donc il faut, pour battre ce niveau d'inflation, accepter de prendre une part de risque. Maintenant, il y a des produits comme l'immobilier, la SCPI, Société civile de placement immobilier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le mécanisme est assez simple. C'est comme si j'achetais un appartement et que je mettais un locataire dedans. Ce Ouais, locataire va ça verser des coupe. loyers et moi, c'est loyers. La SCP, vous m'entendez?
Ça coupe un petit peu, je suis désolé. Là, ça coupe même. Ouais, ça a frisé de nouveau. Je ne Je sais pas sais pas pourquoi, en fait. quoi, je sais, J'espère que ça va aller. Mais je bon, sais pas quoi écoute, faire là, parce on t'entend de que nouveau. Ouais, ouais, bah écoute, ouais, moi j'ai l'impression que ma connexion fonctionne oh, bien aussi, donc je ne sais pas trop. Allez, vas-y, désolé, reparle-nous de la je SCPI. parlais justement Ouais. les SCPI. Donc c'est un produit immobilier. Et donc, je reprenais l'exemple, j'achète un appartement, je mets un locataire, et ce locataire va me verser un loyer, et je vais justement encaisser ces loyers. Au lieu de le faire sur un appartement et sur un locataire, la SCPI va vous permettre de le faire à grande échelle, et donc on va avoir des milliers de bureaux et des milliers de locataires à l'intérieur. Et donc, comme je vous le disais, c'est principalement de l'immobilier de bureau. Et ce qui est intéressant, c'est que le niveau des loyers est indexé sur le niveau de l'inflation. Et donc, sur la durée, une fois de plus, lorsque je vais m'exposer sur des SCPI qui ont une durée de placement conseillée de 8 ans, je vais avoir une corrélation justement des loyers avec le niveau de l'inflation. Donc, c'est un des placements qui permet de suivre le niveau de l'inflation sur la durée, puisque le niveau des loyers va s'indexer et va coller sur le niveau de l'inflation. Dit autrement, l'inflation va s'appliquer sur le niveau des loyers qui sont demandés à nos locataires. D'accord. Juste pour bien comprendre, Antoine, pour nos internautes, la SCPI, c'est ce qu'on appelle de la pierre papier, c'est-à-dire qu'en fait, C'est on, exactement ça. on est propriétaire, mais finalement d'actions Alors, dans de c'est pas une l'immobilier. action, c'est Oui. pas une action, mais vous êtes également propriétaire. Vous avez la société de gestion qui gère ces produits va vous délivrer un acte de propriété. C'est comme si vous passiez chez le notaire pour acheter un appartement. La société de gestion va vous délivrer un acte de propriété, donc vous allez être propriétaire de ce pool d'immeubles qui sont réunis autour d'un produit qui s'appelle la SCPI. Et justement, via cet acte de propriété, l'investisseur pourra toucher des loyers trimestriellement qui sont issus justement des locataires qui sont choisis par la société de gestion. Et alors, pourquoi ça semble finalement être aussi une bonne solution pour nos non-résidents, hein, nos Français qui vivent à l'étranger, qui nous écoutent aujourd'hui? Parce que quelque part, on n'a pas à gérer toute la gestion locative, on n'a pas à gérer, et puis c'est un placement qui est assez liquide, j'imagine. Alors, il y a effectivement une simplicité dans la gestion. C'est-à-dire que c'est la société de gestion qui, elle, va s'occuper du turnover des locataires, qui va s'occuper de la rénovation des bureaux, qui va s'occuper de faire des travaux quand il y a nécessité de le faire. Aujourd'hui, par exemple, une des stratégies des sociétés de gestion, c'est justement de rénover beaucoup d'immeubles pour qu'ils correspondent aux attentes des locataires. Le Covid a également accentué cet effet-là. Tout le monde parlait de la fin du bureau parce que le télétravail avait le vent en poupe. Eh bien aujourd'hui, le flex office, par exemple, est devenu de plus en plus important chez nos locataires, chez les locataires de la société de gestion. Et donc, la société de gestion a un travail de remaniement, je dirais, de son parc immobilier. Donc, c'est la société de gestion, comme tu le disais, qui va s'occuper de tout ça en contrepartie de frais. C'est également pour ça que l'on indique que ce sont des produits long terme dont la durée conseillée est de 8 à 10 ans parce qu'il y a un niveau de frais à amortir. Et c'est pour ça que les années allant, on va via le rendement. D'ailleurs, le rendement moyen des SCPI en France se situe à 4,45%. Et vous avez un niveau de frais qui est de 8%. Alors, ce niveau de frais, c'est un petit peu complexe. J'essaye de vous la faire très simple. C'est ce qu'on appelle une commission de souscription. Cette commission de souscription, elle va vous être prise à la sortie. C'est-à-dire que on va prendre un exemple, j'achète une part d'une SCPI qui vaut 100. Ça, c'est la valeur d'acquisition. Et vous allez avoir ce qu'on appelle une valeur de retrait. Donc, pour reprendre l'exemple de 8% de frais, cette valeur de retrait va être égale à 92. Et c'est au moment où vous allez revendre vos parts que vous allez revendre vos parts à la valeur de 92. Mais je vous rassure, le rendement de 4,45 est bien calculé sur la valeur 100.
Donc, si, après, une fois de plus, la durée fait que ça atténue, hein, 8% sur 10 ans, ça fait 0,8% par an. Donc, c'est aujourd'hui acceptable et surtout, ça peut être bien amorti sur la durée. Pour répondre à ta seconde, c'est un produit qui est liquide. Alors, l'immobilier est moins liquide qu'un prêt livret. C'est comme un appartement d'ailleurs. Quand j'achète un appartement et que je souhaite le revendre, lorsque je suis dans un mouvement de marché où il y a une somme d'acheteurs qui compense largement la demande, mon appartement peut être vendu très vite. La SCPI, c'est exactement la même chose. Lorsque j'ai une somme d'acheteurs, de vendeurs, par exemple, qui est plus important que les acheteurs, je peux avoir un délai au moment de la revente de mes parts, mais les sociétés de gestion ont justement différents mécanismes pour éponger ce qu'on appelle un marché secondaire si jamais, il y a lieu justement d'éponger justement ce marché secondaire. Maintenant, sur moneyone.fr, par exemple, on vous donne la situation de chacun des produits. Tous les trimestres, la société de gestion met à disposition un bulletin trimestriel dans lequel on est très très transparent et on fait ressortir la somme des acheteurs versus la somme des vendeurs. Et à l'heure où on se parle, c'est un produit qui est totalement liquide puisqu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Très bien. Alors justement, on a 2 questions, d'internautes là Mhm. sur les SCPI. Une très simple, Pascal demande: «Comment acquérir ces SCPI?» Alors, je pense que c'est un produit que vous commercialisez peut-être, Antoine, Ouais, si ouais. tu peux dire un mot? Effectivement, si je mets une casquette commerciale, rendez-vous sur moneyone.fr et vous pouvez acquérir des SCPI depuis votre canapé à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Vous avez également des conseillers qui sont à votre disposition pour étudier votre cas qui est propre et voir si le produit correspond à vos attentes. Sinon, vous retrouvez ce produit dans des réseaux bancaires, chez d'autres de nos concurrents. Maintenant, si je peux quand même vous donner un conseil là-dessus, adressez-vous à des spécialistes. Les produits bancaires ne sont pas souvent les mieux placés en termes de SCPI. Il vaut mieux s'adresser à des sociétés de gestion qui sont spécialistes justement sur ce type de produit-là. Et MoneyOne, justement, on est une antenne, donc on est une marque d'un asset manager qui est un des leaders sur ce marché-là depuis maintenant quasiment plus de 40 ans. Donc, on a une très, très grosse expertise sur ce domaine-là. Très bien. Alors une question de Maud qui demande: «Pour des non-résidents», donc j'imagine qu'elle est, je ne sais pas où elle est Maud, mais elle est, française à l'étranger, et dans le contexte Mhm. actuel, est-il plus prudent d'investir dans les SCPI en France que dans notre pays d'accueil? Alors on ne connaît pas le pays d'accueil, mais Alors, finalement, pourquoi c'est intéressant d'investir dans les SCPI en France? je connais pas les SCPI du pays dans lequel se Elle est en trouve Espagne, Maud. Maud. Elle est en Espagne. Alors, je connais pas les acteurs Oui. qui sont en Espagne, mais une SCPI, c'est comme une action, entre guillemets. C'est pas comme une action dans son fonctionnement, mais par contre, dans la compréhension du produit et dans le secteur d'activité dans lequel on va miser va être hyper important. Typiquement, euh, nous, on propose des SCPI de bureau, des SCPI de bureau qui sont investis principalement en France. On a également un petit peu d'investissement en Allemagne et on s'ouvre également sur la partie nord de l'Europe. Mais ce qui va être euh, intéressant de regarder, c'est dans quel secteur d'activité évoluent ces entreprises. Parce qu'une fois de plus, l'entreprise, elle va payer un loyer. Et si elle évolue dans un secteur d'activité qui ne lui permet plus de payer ses loyers, bah, vous êtes dans une situation où vous avez investi pour avoir un loyer et vous avez une entreprise qui n'est plus en capacité de le faire. Alors rassurez-vous, l'un des avantages majeurs de la SCPI, c'est justement de mutualiser le risque parce que on va avoir des milliers d'immeubles, des milliers de locataires qui vont évoluer dans des secteurs d'activité complètement différents. Et donc, plus je vais être diversifié, mieux je vais être protégé dans mon optique justement de rendement parce que la première chose qu'on va demander à une SCPI, c'est
de vous verser les loyers. Il peut y avoir des revalorisations des prix de la part, comme un appartement. J'achète un appartement 100 000 euros parce qu'il a une valeur au mètre carré à l'instant où je l'achète. Et ben, quand je vais le revendre dans 10 ans, peut-être que cette valeur au mètre carré va augmenter. La SCPI, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, mais dans une moindre mesure, je préfère le dire également par rapport à un investissement en direct. Par exemple, si l'immobilier parisien, depuis quelques années, il a grimpé en flèche au niveau des mètres carrés, ça ne se reflète pas sur le mètre carré du bureau. L'habitation et le bureau sont deux marchés qui sont complètement différents et qui n'évoluent pas de la même manière. Donc, pour répondre à la question, SCPI en France ou SCPI espagnol, alors je ne connais pas les SCPI espagnols et je ne connais pas les locataires qui composent justement ces SCPI. Maintenant, il faut vous intéresser sur les différentes SCPI que vous allez regarder. Dans quel secteur d'activité la SCPI est implémentée? Donc nous, je le répète, on est sur du bureau, France, étranger, et sur des entreprises qui sont de secteurs d'activité complètement différents. On a également une SCPI de santé, où là, on va jouer une thématique propre à celui de la santé, et c'est aujourd'hui un des secteurs qui est assez porteur parce qu'il est, lui, décorrélé justement des agrégats économiques. On aura toujours besoin de centres de santé pour accueillir, et justement, c'est la thématique de la SCPI qu'on propose qui s'appelle Avenir Santé, et elle va venir s'exposer sur des actifs de santé, mais du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire dans des centres qui peuvent accueillir des nourrissons pour les soigner et jusqu'à la fin avec des centres d'accueil pour personnes âgées. Donc on accompagne toute la chaîne de la vie de l'être humain et on aura toujours besoin de centres et de secteurs de santé. Il y a également un secteur d'activité qui a le vent dans le dos, c'est tout ce qui est la logistique du dernier kilomètre. Le Covid a également accéléré tout ça à travers justement les livraisons. Mais tout ce qu'on commande sur Internet, il faut des centres de stockage pour pouvoir les stocker et ensuite faire la livraison de ce centre de stockage jusqu'à chez vous. Et donc, les centres logistiques ont également aujourd'hui de l'intérêt dans une gestion locative. Donc, c'est une question France ou étranger. La réponse à cela, c'est intéressez-vous au secteur d'activité dans lequel évoluent les SCPI du pays dans lequel vous exercez et comparez-les par rapport aux SCPI françaises. Et si vous deviez les comparer, il ne faut pas s'intéresser que au rendement. Le rendement, c'est quelque chose, mais le rendement d'hier n'est pas forcément le rendement de demain. Même si sur l'immobilier, on peut noter quand même une certaine résilience et une certaine des rendements qui sont linéaires dans le temps. Il n'y a pas de soubresaut comme un marché action qui peut faire plus 10, moins 15. L'immobilier via les SCPI, on est quand même dans un cadre de risque qui est plus important, moins important par rapport au marché action ou au marché obligataire, ou aux actifs cotés. De manière générale, le non coté est souvent moins sensible à la volatilité. Et pour comparer vos SCPI, donc vous avez le rendement, mais ce n'est pas le seul indicateur. Vous avez ce qu'on appelle un taux d'occupation financier. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez deux taux d'occupation, un taux d'occupation physique et financier. Le taux d'occupation physique, j'ai 100 bureaux, j'ai 100 locataires, j'ai un taux d'occupation physique. C'est un bon indicateur. Maintenant, il y a le taux d'occupation financier qui est plus important, qui est à mes yeux qui reflète mieux la santé de la SCPI, parce que je peux avoir 100 locataires dans mes 100 bureaux. Par contre, si j'en ai que 60 qui paient les loyers, j'ai un taux d'occupation financier qui est égal à 60. Donc, plus le taux d'occupation financier va être important, plus vous allez voir la pérennité du rendement qui pour vous, dans une optique de détention long terme. Et Allez, maintenant, je suis un peu rapidement, chauvin. La France a quand même un faire-valoir sur son immobilier locatif qui est quand même sympathique. allez, rapidement, une remarque et puis deux petites questions. Denise demande, avez-vous des CPI en cours? En fait, ce que vous proposez, c'est des placements qui sont en France, j'imagine? Alors, on a une SCPI qui s'appelle Europe Imo, qui est investie en France et à l'étranger. Et oui, nous avons des actifs à Hambourg. Bon, Nous alors avons Denise, faut des immeubles contacter. qui sont situés à Hambourg. Maggie demande, les SCPI dans le cadre de l'assurance vie. Alors peut-être c'est un montage que tu veux, dont tu veux nous C'est une bonne parler? idée. C'est une bonne idée. Effectivement, la SCPI peut se loger dans un contrat d'assurance vie. Le principal
avantage que cela va vous offrir. Je vous parlais tout à l'heure du risque de liquidité que la SCPI peut avoir quand on la détient en direct. Eh bien, quand on la détient dans un contrat d'assurance vie, le mécanisme est différent. L'assureur va acheter pour une somme assez importante des parts de SCPI à l'asset manager. Donc, c'est lui qui va être porteur de parts et c'est donc lui qui va interfacer la liquidité entre l'épargnant et la société de gestion. Donc, du coup, la SCPI dans l'assurance va être plus liquide, c'est-à-dire que vous pourrez acheter et revendre vos parts comme vous le souhaitez. Maintenant, faites attention à une chose, c'est que cette liquidité a un coût. L'assureur va sûrement appliquer des frais supplémentaires justement par rapport à une détention en direct. Donc, ne vous amusez pas à acheter de la SCPI pour un mois dans un contrat d'assurance vie, ça n'aura pas de sens. La durée de détention est toujours la même et elle sera d'autant plus importante dans un contrat d'assurance vie parce que vous allez avoir une couche de coûts supplémentaires qui va vraiment varier en fonction de l'assureur chez qui l'épargnant est. Et donc, la durée de détention vous permettra de venir amortir ces coûts. Mais pour avoir, dans une allocation diversifiée au sein d'une assurance vie, avoir un socle immobilier, c'est vraiment pas inintéressant. Une fois de plus, dans le contexte actuel, ce sont des produits qui sont corrélés au niveau d'inflation, donc ça vous permettra de venir sur le long terme, venir toucher les niveaux d'inflation qui sont les nôtres aujourd'hui. Et une fois de plus, vous retrouvez cette option sur moneyone.fr. On a un contrat d'assurance vie qui est avec Generali Patrimoine et qui vous permet justement de venir acheter des parts de SCPI dans votre contrat d'assurance vie. Donc oui, globalement, c'est une bonne idée dans une allocation diversifiée, avoir de l'immobilier dans son contrat d'assurance vie. Parfait, merci Antoine. On arrive à la moitié à peu près de ce webinaire. Donc, les internautes, n'hésitez pas à poser bien vos questions, hein. Vous avez le petit onglet poser une nouvelle question. Il y en a quelques-unes encore, on n'a pas répondu. Ça va être le cas. Je vous rappelle également que c'était disponible en replay. Donc, si vous avez raté le début ou si vous ne pouvez pas rester encore jusqu'à la demi-heure qui vient avec nous, vous recevrez un mail quelques instants après la fin du webinaire avec l'adresse sur l'adresse avec laquelle vous êtes inscrit, avec le lien vers le replay. N'hésitez pas également à le faire connaître à vos amis, vos collègues, vos connaissances qui peuvent être intéressés par le sujet, mais qui n'avaient pas eu vent de l'événement. Il y aura également un article dans le petit journal avec une vidéo. La vidéo sera embedée sur YouTube, donc on pourra revoir également le webinaire en replay très facilement. Il y a des questions par rapport à la fiscalité, Antoine, et ça, je pense que c'est un point très important. Donc, la fiscalité pour la SCPI est-elle la même pour les non-résidents? Vient à l'instant de demander Thierry. On a LC, c'est pas un prénom, mais bon, c'est ses initiales, qui dit en fait j'ai des SCPI en France et je ne paye pas les coûts sociaux. Et Stéphanie qui demande j'ai fait un package parce que ça concerne toute la fiscalité. Donc, expat, elle a investi dans des SCPI en France, en Europe. Elle va rentrer en France dans les prochains mois. Puis-je bénéficier de déductions fiscales ou autres avantages fiscaux? Voilà, donc si tu veux faire un petit panorama autour de la fiscalité et des avantages éventuellement ou de l'intérêt quand on est non-résident sur ce type de produit par rapport à une dimension fiscale. Aucun problème. Alors, il existe des conventions qui sont liées justement entre la France et certains pays. Donc là, il faut regarder dans le pays dans lequel vous êtes s'il y a une convention justement de non-double imposition qui est liée entre la France et le pays dans lequel vous résidez, qui permet justement de ne pas être doublement imposé sur les revenus fonciers. Effectivement, la SCPI, ce n'est pas un produit miracle, et puis la fiscalité est partout. Donc, vous allez être imposé sur les revenus. Et d'ailleurs, quand je vous parlais des 4,45, alors ils sont nets de frais de gestion, par contre, ils sont bruts de votre fiscalité. Et votre fiscalité vous est propre, donc le frottement fiscal va vraiment dépendre de tout à chacun. Et donc, pour reprendre mon exemple, vous avez, par exemple, on parlait d'Hambourg tout à l'heure, entre la France et l'Allemagne, il y a ce qu'on appelle convention de non-double imposition. C'est-à-dire que les revenus fonciers qui vont être issus du pays dans lequel je suis exposé ne vont pas être, je vais être imposé à la source, c'est-à-dire dans le pays dans lequel je suis. Et quand les revenus vont être rapatriés en France, justement, ils ne seront pas doublement imposés. Donc, il faut également regarder
quel est le régime d'imposition dans lequel vous êtes. Alors, on dit souvent que la France enfin, il y a peut-être des pays qui imposent plus le revenu foncier qu'en France. Dans ce cas, il sera plus intéressant de rapatrier vos fonds sur le marché français pour être justement imposés sur le régime français. Et pour d'autres, justement, il y aura un avantage justement du pays dans lequel on réside. Donc, il faut regarder justement les conventions qu'il y a entre les pays. Maintenant, si je suis non résident et que je détiens des SCPI, effectivement, les prélèvements, auparavant, il n'y avait pas de prélèvements sociaux, mais les prélèvements sociaux sont revenus. Donc, ça, c'est définitivement un avantage qui est gommé, puisque vous êtes donc soumis à un taux minimum de 20% sur vos revenus fonciers, et il y a les prélèvements sociaux qui s'y appliquent. Il y a par contre une exonération des revenus financiers. Au sein d'une SCPI, l'asset manager, donc les épargnants vont souscrire de la SCPI. Tout l'enjeu de celui qui gère les produits va être de réinvestir cet argent dans de l'immobilier. Il se peut que face justement au succès du produit, eh bien, l'argent ne soit pas investi de manière immédiate sur le marché immobilier. Donc, cette somme de cash va être investie ou déposée sur des comptes à terme. Et les revenus de ces comptes à terme sont normalement soumis à imposition quand on est résident français. Eh bien, quand on est un résident à l'étranger, les revenus financiers vous seront exonérés justement de cet impôt. Très bien. Donc, Vas-y, ouais, Antoine. vas-y. Non, non, c'est bon. On a une J'allais question. résumer ce que je viens de dire, mais je ne vais pas me paraphraser. Donc c'est. C'était très clair, merci. On a une question de Fabienne qui est, je crois, est à Londres. Elle dit: «Je souhaite investir dans des parts de SCPI en nue propriété car je n'ai pas de Ouais, revenus dans l'immédiat. Cette option est-elle d'accord. disponible dans une majorité de SCPI? Est-ce que vous, par exemple, c'est quelque chose que vous proposez?» Oui, tout à fait. Et c'est une bonne idée lorsque l'on n'est pas soumis à l'imposition. Alors, de toute façon, la nue propriété ne vous apporte pas de revenus fonciers d'impôt sur le revenu foncier, parce que, comme vient de le dire Fabienne, vous n'avez pas de revenus. Le principe de la nue propriété, du démembrement de parts, c'est un mot un peu barbare, mais il va y avoir un nu propriétaire et un usufruitier. On va prendre un exemple sur une durée de 10 ans, c'est donc une durée de démembrement temporaire qui va de 5 à 20 ans, mais la plupart, non, même de 3 à 20 ans. La plupart du temps, nos clients font du démembrement, la durée va être de 5 à 10 ans. Si on prend un exemple, j'ai une part qui vaut 100. La nue propriété, donc j'ai une clé de répartition. Le nu propriétaire va acheter 80%, donc va devoir payer 80, et l'usufruitier va payer 20. Le nu propriétaire, lui, pendant toute la durée du démembrement, ne va pas percevoir les revenus parce que les revenus vont être dédiés à l'usufruitier. C'est avoir l'usus, c'est avoir le rendement justement du produit. Donc ce qui est intéressant pour l'usufruitier, c'est que je vais payer 20 euros, mais je vais avoir un rendement calculé sur une valeur 100. Et au bout de 5 ans, par exemple, je perds mes 20 euros. Enfin, ils vont être capitalisés, mais ces 20 euros vont repartir au nu propriétaire pour reconstituer une part pleine à 100. Et donc, au bout de 5 ans, le nu propriétaire, lui, aura une part pleine. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à toucher des revenus. Donc, c'est intéressant la nue propriété parce que ça vous permet, lorsque l'on n'a pas besoin de revenus, d'acquérir des parts de SCPI avec une décote. Et oui, vous pouvez le faire sur MoneyOne, et nouveauté, ce n'était pas le cas auparavant. Vous pouvez le faire de manière totalement digitale d'ici une quinzaine de jours. On est en pleine recette sur le parcours.
Super. Bah, justement, peut-être c'est l'occasion, Antoine, également d'aborder un petit peu cette problématique. Tu le vois, nos internautes sont un petit peu partout dans le monde. Ouais. Et justement, comment Money One répond à cette question qui est bah, investir à distance. C'est-à-dire que moi, je vis, je sais pas, en Thaïlande, au Mexique, à Londres, et finalement, bah, je suis pas en France, je ne vais pas à ma banque tous les 4 matins. Ouais, tout à fait. Et il faut que je me renseigne et à la fois, il faut que je me décide. En quoi, finalement, votre plateforme, elle répond bien à cette problématique? Bah déjà, c'est une plateforme web. Donc, que ce soit chez nous ou chez des concurrents, une fois de plus, privilégiez le web parce que bah, vous aurez des réponses qui seront instantanées. Maintenant, nous, on met énormément l'accent sur la pédagogie justement autour de la SCPI. Je pense que pour tout épargnant, que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quel autre produit d'épargne sur lequel on veut s'exposer, il faut comprendre ce dans quoi on va investir. Il n'y a rien de plus déceptif que d'acheter un produit d'épargne qu'on ne comprend pas. Et puis, si jamais, par malchance, ça se passe mal et qu'on perd de l'argent, bah, ça va créer une frustration supplémentaire en se disant, j'ai voulu y mettre de l'argent, j'ai pas trop compris ce dans quoi j'allais investir. En plus, j'en perds, c'est fini, je n'y reviendrai plus. Alors qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, il y a malgré tout une nécessité pour tout le monde d'épargner, justement. On le voit bien avec, pour ceux qui suivent l'actualité en France, avec le régime des retraites, il sera bon pour tout le monde de venir épargner pour ses besoins futurs. Donc, un site web, moneyone.fr, évidemment, pédagogique. On vous amène l'ensemble des simulateurs qui vous permettent justement de simuler votre investissement, SCPI en pleine propriété, SCPI en démembrement, SCPI à crédit, parce que c'est de l'immobilier et ça s'achète à crédit également. Donc, on vous amène toute la pédagogie qui vous permet justement de comprendre le pays dans lequel vous allez, le produit dans lequel vous allez investir. On vous offre également une carte par produit pour que vous puissiez vous rendre compte de où sont situés les immeubles qui composent ces produits. Et puis, vous avez également un accompagnement 7 jours, enfin pas 7 jours sur 7, les conseillers travaillent du lundi au vendredi, mais vous avez la capacité de prendre un rendez-vous avec eux directement sur le site web, parce que qui dit site web ne veut pas dire zéro interaction, bien au contraire. Il y a la pédagogie qui existe sur le site et il y a également toute la pédagogie qui vous est amenée par l'ensemble des conseillers, vous permettant d'appréhender justement des produits qu'on propose. Mais effectivement, moi, si j'étais à l'étranger, je privilégierais des acteurs du web. Déjà, parce que c'est moins cher pour l'utilisateur. Il y a souvent des économies qui se font au niveau des produits. Euh, et moins de frais, c'est plus de performance pour mon épargne. Donc, on y apporte également une grande transparence au niveau des frais. Je vous parlais de SCPI tout à l'heure et de commission de souscription. Nous, comme on est directement relié au fabricant de ces produits, à l'asset manager, on vient justement restituer une partie de cette commission de souscription à nos investisseurs. Donc, c'est également un effort que MoneyOne fait pour justement rendre l'épargne plus accessible et contribuer positivement au pouvoir d'achat, puisqu'on va vous faire un chèque de l'équivalent de 2% de votre montant d'investissement dès le mois suivant. Alors, ça ne doit pas être c'est pas le seul critère de votre investissement, une fois de plus, mais c'est un des avantages qu'il y a à passer par MoneyOne et par des sites web de manière générale. Quand on regarde les contrats d'assurance vie de réseau bancaire ou les contrats d'assurance vie du web, vous allez voir qu'il y a un vrai impact au niveau des frais. Même au niveau des frais d'entrée, il y a encore des banques aujourd'hui qui prennent des frais d'entrée. La plupart des contrats Internet, vous êtes à 0% de frais d'entrée. Une fois de plus, moins de frais pour vous égale plus de performance pour votre épargne. Et sur le long terme, quand on prend des frais à chaque nouveau versement, sur le long terme, ça peut vraiment faire la différence. Comment ça se passe? Alors, une fois donc j'ai bien compris, je prends les informations, je regarde ce qui m'intéresse, je peux avoir Mhm. rendez-vous avec un conseiller et ensuite comment ça se traduit? C'est-à-dire que je réalise directement mon investissement en ligne, il y a pas besoin de c'est totalement digital? C'est totalement digital. Si vous souhaitez le faire tout seul de chez vous sans interagir avec personne, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez, une fois de plus, il y a un conseiller. Mais comment ça se passe concrètement? Je vais créer un compte sur moneyone.fr.
vous allez signer digitalement ce qui s'appelle une lettre de mission. Donc, c'est que vous donnez mission à MoneyOne dans l'optique justement de faire fructifier votre argent. Et c'est surtout une lettre de mission qui va poser le cadre juridique entre vous et nous. Et derrière, vous avez une fois de plus les simulateurs qui vous permettent de simuler dans la durée la détention des produits. Et puis vous avez également d'autres outils qui permettent, eh bien, on va vous poser quelques questions sur vos appétences au risque, sur les secteurs d'activité que vous souhaitez privilégier, la durée de votre investissement, si vous souhaitez mettre en place des versements programmés ou non, etc. etc. Et c'est à travers ces questions qu'on va vous définir un profil type. Et en fonction de ce profil, on va vous proposer une allocation sur la SCPI ou sur l'assurance vie, vous permettant justement de répondre à vos objectifs en termes de risque. On peut avoir des clients qui disent non, mais moi, il est hors de question que je prenne une once de risque dans mon investissement. Bon, dans ce cas, vous aurez un retour sur investissement qui sera plus faible que celui qui dit bon, moi, je suis prêt à accepter une petite dose de risque dans mon épargne. Donc, une fois de plus, l'objectif est d'arriver à vous déterminer un profil type. Et ce profil type sera je dirais la première pierre dans votre décision d'investissement. Et c'est à travers ce profil qu'on sera plus à même de vous proposer les produits qui nous semblent adéquats en fonction de votre profil. Alors, on va reprendre les questions des internautes. J'avais juste une petite question parce que je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a un montant minimum d'investissement pour pouvoir investir sur la plateforme MoneyOne? Oui, alors il y a un montant minimum qui est assez faible. La première SCPI qu'on propose est accessible dès 203 € pour acquérir une part. Et on a un contrat d'assurance vie qui est accessible en ouverture à 500 €. Alors le contrat d'assurance vie, si vous l'ouvrez à 500 €, vous avez une obligation de mettre en place des versements programmés à partir de 50 € par mois. Et sur la SCPI, vous pouvez également mettre en place des versements programmés dès 20 € par mois. Et les versements programmés, tout à l'heure, on parlait quelles sont mes différentes solutions dans un marché justement adverse. Le versement programmé est un outil qui peut vous permettre justement de venir diminuer votre risque. Typiquement, sur de l'assurance vie, si j'ai investi sur le marché action, par exemple, on va prendre l'exemple du marché action. Je le disais en introduction, on a un CAC 40 qui fait -7 sur l'année. Donc, on va reprendre un exemple. Je mets 100 € sur une part qui vaut 100. Et puis, l'année allant, elle vaut 98, elle vaut 96, 94, 90, etc., etc. En faisant des versements programmés, je vais me constituer un prix moyen de revente. Ce qui est intéressant parce que si je mets 100 € tout de suite sur un actif et que je laisse mes 100 €, si je tombe à 85, j'ai une moins-value de -15. Si je mets 100 €, puis 20 € sur une valeur 98, puis 20 € sur une valeur 96, puis 20 € sur une valeur 94, etc., et que je fais un versement programmé tous les mois, je vais me constituer une valeur moyenne de revente qui sera plus avantageuse que si j'avais mis directement 100 €. Donc, dans des marchés adverses, le versement programmé peut avoir tout son sens. Et également une façon d'épargner de manière, je dirais, indolore, entre guillemets, sans se faire plus mal et se priver du resto qu'on avait envie de se faire avec ses amis à la fin du mois. On a une option sur nos SCPI, donc là, détenue en direct, c'est le réinvestissement automatique du coupon. Donc, chaque trimestre, la SCPI va vous verser un loyer. Donc, reprenons un exemple. Je touche 100 € chaque trimestre de loyer. J'ai la possibilité de réinvestir automatiquement ces loyers à la hauteur que vous souhaitez. Je souhaite réinvestir 100%, je peux le faire. Je souhaite réinvestir 75%, 50%, 25%, etc., etc. Et ça, tout cela est modifiable dans le temps. Si pendant idem sur vos versements programmés, si vous êtes en capacité de mettre 500 € tous les mois et que au bout d'un moment, vous ne désirez plus mettre plus que 100 € tous les mois, vous pouvez piloter votre épargne comme bon vous semble. Très bien, merci Antoine. On a une De rien. question d'Alexandre qui reprend
une remarque qu'avait fait Françoise. Oui, Désolé, on n'est pas répondu. En fait, qui dit les bureaux ont tendance à disparaître avec le working at home. Qu'en est-il de l'évolution des CPI, working at home, home office? En fait, ouais. bon, la taille des bureaux va peut-être se réduire. Euh, on l'a vu avec le Covid ou pas. Je ne sais pas. Tu vas nous donner ton point de vue. Est-ce que justement ça peut affecter ce placement ou au contraire, est-ce que ça va le valoriser? Alors, effectivement, on aurait pu se dire qu'avec l'émergence du télétravail, eh bien, les SCPI de bureau pouvaient potentiellement se retrouver dans une situation délicate. Alors, c'est pas totalement vrai. On s'aperçoit que on aura toujours besoin de bureaux et que les locataires que l'on a sont toujours autant demandeurs de leur bureau. Maintenant, ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il faut s'adapter à une nouvelle offre. J'en parlais tout à l'heure, typiquement, le Flex Office. Et nous, on en est le parfait exemple. On est situé, donc, MoneyOne est une marque de la Française qui est un gestionnaire d'actifs spécialisé sur les SCPI, je le rappelle. Et ben, on en est le parfait exemple. On est passé en Flex Office. C'est-à-dire que on avait, par exemple, 10 étages. Eh bien, sur ces 10 étages, au lieu d'en consommer 10, avec le flex office et la mise en place du télétravail, je ne vais plus qu'en consommer que 8. Donc, la société de gestion va avoir un enjeu de mise aux normes et de nouveaux usages au sein de ces immeubles. Ça ne veut pas dire que les locataires s'en vont, ça veut dire qu'ils attendent de nouvelles choses de la part de leur bailleur. Et donc, il y a effectivement un travail de remise à niveau face à cette nouvelle offre. Mais ça ne veut pas dire que le bureau disparaît. Euh, D'ailleurs, il y a une stat qui est intéressante, hein. Il y en a même deux qui sont intéressantes. Pendant la période de Covid, sur nos SCPI de bureau, on a eu un taux d'encaissement des loyers qui était équivalent à 95%. Donc on a quasiment encaissé 100% des loyers, même durant cette période, et on continue aujourd'hui à encaisser ces loyers à ce même niveau. Ce qui est également intéressant, c'est on a seulement ce qu'on appelle la vacance, entre guillemets, ce sont les immeubles vides. Les immeubles vides à Paris sont relativement peu nombreux. Donc, on a aujourd'hui encore une demande qui est supérieure à l'offre. Et ce niveau de vacances, entre guillemets, il est de l'ordre de 3%. Donc, c'est relativement faible. Et le home office amène de nouveaux usages. C'est indéniable. Comme par exemple alors, le home office, nouveaux usages, mais il n'y a pas que ça comme nouveaux usages. Il y a également toute la dimension ESG. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de locataires qui demandent à avoir des immeubles qui sont à faible émission carbone, qui privilégient les mobilités douces. Donc, c'est avoir un parking à vélo, être proche des stations de métro permettant justement à mes locataires de se rendre au bureau sans utiliser la voiture ou sans utiliser une moto. Et donc, il y a un panel de nouveaux usages qui sont à prendre en compte. Et l'asset manager, en tout cas le gestionnaire qui va sortir son épingle du jeu, sera celui qui aura eh bien, intégré ces nouveaux usages pour intégrer de nouveaux locataires, pour les pérenniser dans le temps. Et c'est qu'en intégrant ces nouveaux usages que l'on va justement réussir à remplir nos nouveaux immeubles. Et donc, pour reprendre mon exemple, j'avais 10 étages, je n'en consomme plus que 8. Eh bien, les deux restants, ils sont effectivement à relouer par la société de gestion. Et c'est tout ce travail de gestion qui est géré par la société de gestion. Et du coup, par rapport au placement responsable, vous avez des produits qui sont un peu plus spécifiques? Oui, tout à fait. On a des produits qui sont labellisés d'ailleurs. On a un produit qui s'appelle Grand Paris Patrimoine qui, lui, vient jouer la thématique du Grand Paris avec en point d'orgue les JO 2024. Donc, c'est privilégier des bureaux qui, justement, privilégient les mobilités douces, qui privilégient des faibles émissions carbone. Donc, et pour avoir ce label, on doit répondre à certains critères qui sont regardés de très près par, justement, les autorités compétentes qui délivrent le label à la société de gestion. Et donc, oui, MoneyOne, on a à cœur, en tout cas, de référencer des produits
produits qui contribuent positivement à l'environnement, c'est indéniable. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous me parliez de ce que l'on demandait à nos clients dans leur cadre de risque. Sachez qu'il y a une réglementation qui est rentrée en vigueur, enfin qui va rentrer en vigueur au 1er janvier 2023 et qui oblige justement les prestataires de services comme nous, eh bien, de vous poser, à vous, utilisateurs, deux, trois questions sur justement quelles sont vos appétences écologiques. Et on intègre dorénavant ces critères écologiques dans les réponses que l'on vous donne. Donc ça, c'est un pied supplémentaire dans la finance responsable. Et chez MoneyOne.fr, on l'a toujours intégré. On a un partenaire qui s'appelle Reforest Action et on arrive justement à calculer les émissions carbone que génèrent vos investissements et on s'engage à venir compenser les émissions carbone qui sont générées par les investissements qui sont faits par nos utilisateurs. Donc c'est quelque chose que l'on regarde et que l'on intègre dans notre développement. Allez, on a une question de Denise. On va arriver au terme du webinaire dans quelques instants. Les internautes, si vraiment vous avez une toute dernière question, c'est le moment. Denise demande, elle s'intéresse beaucoup aux CPI à Hambourg, puisqu'elle est à Hambourg. Donc, est-ce que les CPI à Hambourg rentrent dans la fiscalité française ou allemande? Et quels sont les contacts à Hambourg? De toute façon, là, Antoine va mettre son mail dans le chat là, dans un instant. Si tu veux bien, Antoine, je pense que ça peut être utile. Donc, si vous voulez le contacter, évidemment, n'hésitez pas. Voilà, donc en fait, plutôt qu'un contact à Hambourg, c'est directement via la plateforme ou qu'elle te contacte directement, Denise, dans ce cas-là, Antoine, j'imagine. Exactement, c'est exactement ça. Nous, il faut bien comprendre que les immeubles qui sont détenus à Hambourg sont détenus dans une SCPI et cette SCPI est commercialisée en France. Oui. Et typiquement, si on prend le cas de la fiscalité allemande, eh bien, vous avez justement ce système de non-double imposition. Donc, les locataires qui sont situés en Allemagne, le revenu foncier de ces locataires va être soumis à l'imposition allemande qui est inférieure à l'impôt sur le revenu foncier par rapport à la France. Donc justement, le revenu foncier va être imposé à la source en France et quand ce revenu va être réinjecté dans la SCPI, qui est une société civile mais détenue et créée en France, donc elle est imposée en France, mais quand le revenu foncier issu de ces investissements à l'étranger arrive dans le compte de la SCPI, eh bien, ils ne sont pas doublement imposés. Oui. C'est ce qui fait que cette SCPI, donc Europe IMO, est, en fonction de la situation fiscale de chacun, peut être plus ou moins intéressante. Si j'ai une faible imposition, je vais avoir un frottement fiscal qui va être plus faible. Par contre, si je suis fortement imposé, eh bien, effectivement, il est plus intéressant de s'intéresser à des SCPI qui sont situés et qui ont des revenus locatifs à l'étranger, notamment en Allemagne. Alors, Pascal nous fait remarquer Money One, on va l'écrire très exactement. Ouais. Je vous le marque. Ouais, voilà. Et le mentionner le site internet, bien entendu. Voilà, moneyone.fr. Voilà, effectivement, ça s'écrit comme ça. Donc, MONIWAN.fr. Donc, tout à fait. Allez voir sur la plateforme. On va arriver au terme de ce webinaire. Vraiment très passionnant, Antoine. Peut-être un mot de conclusion et peut-être pour justement encourager nos internautes, nos Français de l'étranger à passer le pas, hein, à choisir, à se décider sur leurs investissements, à se rendre sur la plateforme. Peut-être quelques critères, quelques points de vigilance, quelques tips vraiment à retenir en priorité. En priorité, quand on veut mettre un premier pied dans l'épargne, alors un premier ou pas, hein, d'ailleurs, vous êtes peut-être déjà épargnant, je ne sais pas, mais il faut vraiment... aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une nécessité d'épargne parce que personne ne va le faire à votre place. L'État en France aujourd'hui, même s'il intervient déjà beaucoup, ne va pas intervenir plus que cela pour votre épargne.
on va avoir un allongement de la durée du temps de travail. Donc, si vous voulez bénéficier ou peut-être partir à la retraite plus tôt, il est bon de se prendre en main et de se fixer des objectifs. La retraite en est une, financer les études de ses enfants en est une autre, ou tout simplement se faire un super plaisir, partir en vacances, s'acheter une voiture. Ça fait également partie de l'épargne. C'est pas que des contraintes l'épargne, hein, c'est également bénéficier d'une jouissance future. Hein, c'est ça l'épargne. Donc il faut se dire quel est mon objectif d'investissement. J'ai besoin de cash à court terme, j'ai mes livrets. Les livrets, même si je perds de l'argent avec l'inflation aujourd'hui, c'est liquide, ça me permet de sortir de l'argent quand j'en ai besoin au quotidien. Si vous souhaitez investir sur le long terme, définissez votre cadre de risque et MoneyOne est là pour vous accompagner dans la définition de ce cadre de risque. Et ensuite, on mettra en place des stratégies qui permettront de venir répondre justement à votre cadre de risque. C'est vraiment ça, je pense, le plus important, c'est comprendre ce dans quoi vous allez investir. Il y a, pour moi, personnellement, il n'y a rien de pire que de ne pas comprendre et de ne pas savoir où va mon argent. Donc, c'est bien le comprendre, se définir un cadre de risque et derrière, se laisser guider pour avoir des solutions qui permettent justement de répondre à cette problématique. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Antoine Merci Ferraillon, à vous. directeur de MoneyOne. Merci à tous les internautes pour vos questions, pour avoir suivi ce webinaire. Dans quelques instants, vous allez recevoir sur votre boîte mail le lien du replay. N'hésitez pas à le partager. Il y aura très prochainement aussi un article dans lepetitjournal.com avec la vidéo YouTube. Donc, faites-le savoir à vos amis, vos connaissances, vos collègues. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée selon où vous êtes. Et puis, je vous dis à très bientôt sur lepetitjournal.com et pour d'autres webinaires. Merci Antoine. Merci à toi Hervé, merci à toutes et à tous et n'hésitez pas à me poser des questions, vous avez mon mail. À très bientôt. Merci. À Au très revoir. bientôt, au revoir.